Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce vendredi. Les dernières nouvelles sur le variant Delta. Actuellement, 70% des cas enregistrés proviennent justement de ce variant. En début de journal, les explications de la directrice de la santé, Dr Marie-Jemes Ngom-Ndiaye. Puisqu'il n'y a plus de combat de lutte, il faudrait tout de même que l'arène nationale soit opérationnelle. Les lieux ont été ouverts pour la vaccination. Les structures sanitaires de Pikine sont extrêmement débordées. L'arène prend désormais le relais. 15 candidats libres au baccalauréat 2021 impliqués dans des fraudes sur les épreuves. Il s'agit de 14 filles et un garçon, tous membres d'un groupe WhatsApp. De très lourdes sanctions académiques et pénales les attendent. Vous entendrez à ce propos le directeur de l'office du bac Socé Ndiaye dans quelques instants. Le bulletin santé de ce jour fait état de 1075 nouveaux cas positifs au coronavirus et 15 décès. Sur 100 prélèvements, les 70% sont issus du variant Delta. La directrice de la santé, Dr Marie-Jemes Ngom-Ndiaye, alerte sur la vitesse de propagation et de contamination de ce variant. Et oui, elle reconnaît également une tension dans les hôpitaux qui n'ont presque plus de lits disponibles. On l'écoute. Les laboratoires donc, nous ont signifié que sur 100 prélèvements aujourd'hui, nous n'avons presque plus les autres variants, mais nous avons pour 70% la présence du variant Delta. Connaissant la virulence donc, de ce pathogène, connaissant également la vitesse de contamination de cet agent pathogène, nous restons encore inquiets concernant le nombre de cas qui va en s'accélérant, mais également le nombre de cas graves ce matin, 60 cas avec 15 décès. Il y a une tension qui continue sur les lits, même si l'oxygène est là, nous avons encore un personnel de santé qui est atteint jusqu'à avoir donc des décès. Il y a donc cette inquiétude, il y a cette angoisse, mais nous continuons à rassurer, parce que les moyens sont là, même si les moyens parfois restent limités, mais il y a l'engagement de tout un chacun, aussi bien du personnel technique, mais également du côté du gouvernement sénégalais. Mais je voudrais rappeler également qu'il y a une atteinte notoire au niveau donc, de la tranche de 25-34 ans jusqu'à l'ordre de 21%, 35-40 ans, 44 ans jusqu'à l'ordre de 19%. Ce qui fait que donc, on a presque sur la tranche extrêmement jeune une atteinte de l'ordre de 40%. Mais également, nous avons du côté donc, du genre féminin, près de 54% atteints dans la tranche également jeune. Et après le stade Léopold Sédar Senghor, l'arène nationale accueille désormais du monde pour la vaccination. 1000 doses de Johnson & Johnson, 1000 autres de Sinopharm sont disponibles sur place. Le district sanitaire de Pikine et les autres postes de santé des environs sont extrêmement, ne peuvent plus contenir la demande actuelle. Mamadou Lamine Fati pour les détails. Renforcer la stratégie de vaccination contre la COVID-19 pour lutter contre les cas graves du variant Delta. C'est l'objectif du district sanitaire de Pikine qui a mis en place un poste avancé de vaccination à l'arène nationale. Pour un peu plus faciliter la vaccination, avec le respect de la population au niveau des structures de santé, le respect des mesures barrières ne se fait plus trop. C'est pour ça que le ministère a initié cette décentralisation au niveau des sites un peu plus spacieux. Alors nous avons mis ici dans le site arène nationale, nous avons mis en place 1000 vaccins de Johnson & Johnson et 1000 doses de Sinopharm. On a informé les populations pour leur dire que maintenant la vaccination, la plus grande partie en tout cas, se fera au niveau de l'arène nationale. Les cas graves de Covid-19 ont poussé Nongo Cham à venir se faire vacciner à l'arène nationale. Cette semaine, les nombreux cas de décès de Covid-19 nous inquiètent, en plus de la hausse des cas de contamination. C'est pourquoi nous nous vaccinons, pour nous protéger. L'affluence dans les postes et centres de santé de Pikine a poussé Ndaïgaï à venir au niveau de l'arène nationale pour se faire vacciner. Et elle s'engage à sensibiliser ses voisins. Cette vaccination nous protège. C'est pour cela que nous l'avons fait.
et j'invite les autres à faire de même pour se protéger. Pour désengorger les points de vaccination contre la Covid-19 dans le département de Pikine, le préfet et les autorités sanitaires ont mis en place une stratégie avancée à l'arène nationale qui déjà est prise d'assaut par la population. À Rufisque également, les populations sont redirigées vers la mairie pour se vacciner. Pour le moment, il y a suffisamment de doses pour tout le monde. Ce sont là les assurances du chef de district sanitaire de Rufisque, Ibrahim Kassaba, que nous écoutons. On a déplacé le centre à la mairie. C'est parce que là-bas, il y a beaucoup de monde au niveau du centre de santé et il y a des malades qui sont sur les lits. Et c'était difficile de travailler avec ces malades-là. Avec les consultations, les bousculades, c'est pourquoi le médecin a très bien fait pour déplacer l'équipe ici au niveau de la mairie, quoi. Non, c'est satisfaisant, il n'y aura pas de problème. Ici, 2 jours, on va tout faire. Nous avons reçu hier 6400 doses. Et ces 6400 doses, ici au niveau de la mairie, il y a 3 équipes qui sont là. Les vaccins disponibles ici, nous avons le Johnson et le Sino. Pour les Sino, c'est ce qui vont prendre la deuxième dose. Ce sont ces gens-là qu'on va vacciner pour la deuxième dose. Les avantages des vaccins, les spécialistes et scientifiques en ont parlé des milliers de fois. Cependant, chacun a sa conception et surtout sa version sur les vaccins. Je vous propose alors de suivre ces quelques avis de Sénégalais recueillis par Pape Daouda Faye sous forme de reportage. Le vaccin anti-Covid est très couru ces derniers temps. Cependant, les Sénégalais semblent partagés sur la question. À la Médina, le vaccin ne fait pas l'unanimité. Si tu te vaccines, ça te protège. Certes, cela ne t'épargne pas, mais ça peut te protéger des formes sévères. Par exemple, moi qui suis vaccinée, si j'ai le virus, ça serait moins méchant. En tout cas, j'ai vu des amis qui se sont vaccinés et qui ont la Covid, mais la réaction a été moins méchante. Non loin à la cause, les réticences se présentent et à chaque personne sa raison. À mon avis, on devrait édifier les populations sur l'effet du vaccin. Et comme ça, les personnes auront moins de réticence. Mais avec les commentaires des personnes déjà vaccinées, ça fait peur puisque chacun est part de ses propres symptômes. Juste à côté, Fallou répare une moto. Ce jeune mécanicien n'est pas vacciné. Il dénonce ce qu'il appelle la mauvaise information à propos du vaccin. Malgré tout, il se dit ouvert à la vaccination. Je ne me suis pas encore fait vacciner, c'est parce que je ne maîtrise pas la procédure. J'écoute souvent les informations, mais franchement, je ne connais pas la valeur du vaccin, sincèrement. D'ici là, le vaccin reste la seule alternative à part le respect des mesures barrières. Car même s'il vous immunise pas totalement, il vous protège contre les formes sévères de la Covid. Et face à cette forte affluence pour les vaccins, d'autres refusent systématiquement de se soumettre à l'exercice. Il y en a d'autres qui refusent de signaler qu'ils sont malades. Par conséquent, ils ne se soignent pas et représentent ainsi un danger pour leur entourage. Mamadou Dieng et Cheikh Diop ont réalisé le sujet. Babacar Wilane jette un coup d'œil sur les journaux accrochés au point de vente. Ce tailleur qualifie de méchanceté le refus de certains malades conscients d'avoir contracté la Covid d'aller se faire soigner. Ce comportement-là, on peut le trouver comme méchanceté parce que si tu sais que tu es malade, tu restes au coin parce que voilà quoi, il faut respecter d'abord les mesures que les médecins l'avaient dit depuis presque 2 ans et 3 ans. Voilà, il faut aller se soigner à l'hôpital ou bien tu restes chez toi et appeler un médecin. Dans les rues de Liberté 6, ces hommes aménagent un espace public appelé aire de fête. Yves Da Silva, l'un d'entre eux, lui parle d'un manque de communication. Moi je crois que c'est une mauvaise communication par rapport aux gouvernants. Ils ont mal communiqué à travers la maladie. En fait, s'ils avaient bien communiqué, je crois que les gens seront conscients de l'ampleur de la maladie et de ce fait, ils iront se faire soigner. Mais la communication n'a pas bien passé, quoi. Les gens n'ont pas saisi.
À côté de l'école Liberté 6A, Moussa Mohamed Saleh Rajab prend sa tasse de tisane. Cet étudiant en 3e année de licence agronomie qualifie cette attitude d'inconscience. Je peux qualifier vraiment ce comportement comme la manque de conscientisation. Maintenant, il faut essayer de conscientiser les gens. Il faut que l'État organise des campagnes de sensibilisation. Il faut accentuer la communication. Il faut organiser des campagnes de sensibilisation, par exemple dans chaque carré, dans chaque commune. Certains Sénégalais seraient conscients d'être infectés, mais refuseraient de se faire traiter. Un tel comportement inquiète nos interlocuteurs. Et si les femmes s'impliquaient davantage dans la sensibilisation, Anne-Marie Fallet, experte en communication des risques en situation d'urgence, elle insiste particulièrement sur l'éducation et l'information au sein des familles. Elle nous explique au micro de Babacar Fall. Je pense tout simplement que c'est toutes les femmes qui doivent s'impliquer dans la sensibilisation des masses, dans l'éducation et l'information de leur famille, mais également par leur comportement, se faire en sorte qu'on les imite. Par le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, mais surtout qu'à la maison, qu'elles adoptent des attitudes, qu'elles éduquent leur famille dans certaines attitudes, notamment une distanciation. Malheureusement, notre culture, malheureusement ou heureusement, notre culture est une culture communautaire qui fait que les gens ont tendance à se regrouper. Et c'est là où justement, dans les maisons, que les gens s'infectent, se contaminent. La solution à cela, c'est d'observer également dans les maisons, pour le temps de la 3e vague, la distanciation. En quoi faisant? En séparant le partage du repas. Que les gens aient des bols individuels, des assiettes pour manger. Que les gens évitent de se retrouver dans des lieux fermés. Qu'ils se regroupent dans les cours pour éviter justement la contamination. Il fait chaud, il y a possibilité de dormir pratiquement sous une véranda ou dans la cour. Les gens, par exemple, dans certaines contrées où il fait assez chaud, ne sont pas touchés par le virus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rester enfermés dans des pièces. Bambilor fait partie de ces localités du Sénégal éprouvées par la pandémie. Le maire a donc fait appel aux services de l'hygiène pour désinfecter et pulvériser les habitations. Babacar Seck nous en parle. Avec la pandémie qui gagne du terrain dans la commune de Bambilor, le maire a sollicité le service national de l'hygiène pour une opération de pulvérisation dans les domiciles et les lieux de culte. Dans nos villages, que ce soit Gorom 2 et Bambilor, nous sommes en train de perdre des vies humaines. Moi qui vous parle, je suis victime de cette pandémie où j'ai perdu mes 2 grands frères en l'espace de 2 semaines. Aujourd'hui à Gorom 2, là où nous sommes, il y a beaucoup de cas positifs qui sont internes dans les maisons. Il faut qu'on dise ça aux populations et c'est valable dans d'autres villages. Tout ce que nous pouvons avoir comme moyen, nous le mettrons au bénéfice des populations pour qu'on puisse pulvériser les maisons, que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité. Le service national de l'hygiène est prêt à répondre à l'appel des maires pour des opérations de proximité. On va interpeller tous les maires du département. On a déjà démarré des opérations par le marché de portables et la gare routière et on va faire ça dans tout le département et on va demander à tous les maires du département de faire comme le maire Ndiaye Diop, et pour faire toutes les communes du département. Le service d'hygiène est là pour régler ce problème-là parce que nous constatons que la pandémie est en train de monter d'une manière extraordinaire. La prévention et le respect des mesures barrières sont mis en avant dans la sensibilisation des agents de l'hygiène. On ne peut pas parler de Covid sans prévention. La prévention occupe 90% de la santé. Donc le problème est individuel d'abord avant d'être collectif. Toute personne doit prendre sa responsabilité, respecter les mesures barrières, le port des masques et le lavage des mains. Et éviter également ces rassemblements-là. Il y a des rassemblements qui sont inutiles, il faut pas les organiser. Pendant 3 jours, le service national de l'hygiène va sillonner tous les villages de Bambilor pour cette opération d'envergure.
L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ces cas de fraude au bac signalés au centre d'examen de Pékesse à Thiès. Les auteurs identifiés sont des candidats libres qui partagent le même groupe WhatsApp et le directeur de l'office du bac joint par Papa Lunsar un peu plus tôt dans la matinée est revenu sur les sanctions pénales et académiques qui seront prises sous Sénégal que nous écoutons. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un groupe de candidats qui se sont constitués et qui ont un groupe WhatsApp sur lequel, normalement, ils étaient censés recevoir des corrigés des épreuves. Donc, j'ai entendu certains de vos confrères dire ce matin qu'il s'agissait de fuite, mais pour l'instant, personne ne peut parler de fuite. Et à ce titre, je peux vous demander également de vérifier c'est quoi une fuite d'abord, parce qu'une fuite, c'est lorsque les élèves sont en possession de l'épreuve avant son administration. Et une fois l'épreuve administrée, n'importe qui peut en être en possession. Et si c'est en ce moment que quelqu'un a corrigé pour envoyer, ça c'est de la faute. Donc les enquêtes sont en cours pour savoir qui sont impliqués et les sanctions vont être prises. Et quelles sont ces sanctions? Mais ces sanctions, c'est d'abord pour ce cas de figure, par exemple, il y a eu association de malfaiteurs, ça c'est une sanction pénale qui risque. Et en dehors de ça, il y a une deuxième sanction qui est la sanction académique, donc ils vont passer au conseil de discipline. Ce qui est sûr, c'est que cette année, ils ne poursuivront pas l'examen, donc ils n'auront pas le bac. Et maintenant, le conseil de discipline va voir est-ce qu'ils seront autorisés dans le futur à être encore candidats au bac. Et dans le reste de l'actualité, la journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains a été célébrée aujourd'hui. Les Nations Unies veulent mettre la lumière sur les formes de traite comme la mendicité des enfants, l'exploitation sexuelle des femmes et des filles dans les sites d'orpaillage à Kédougou notamment. Issa Saka est le coordonnateur des projets traite des personnes et trafic illicite de migrants à l'ONU d'ici. Il était l'invité de Malick Cissé dans Keno Askanui. C'est une célébration qu'on fait chaque année, depuis 2013, pour justement donner la voix aux victimes de traite, mettre la lumière sur ce phénomène-là qui n'est pas connu. Donc la traite des personnes, c'est un phénomène mondial où des personnes sont exploitées économiquement à travers le travail forcé, l'exploitation économique, la mendicité entre autres. Donc chaque année, nous nous arrêtons pour que justement qu'on marque un temps, qu'on mette la lumière sur ce phénomène-là. Alors la voix des victimes nous guide, c'est le thème de l'année? Absolument, c'est le thème de l'année, puisque justement on veut que ces victimes-là, leur histoire de vie, leur parcours, nous permettent de sensibiliser davantage sur ce phénomène-là. Il y a deux exploitations, deux formes d'exploitation qui vous préoccupent, l'exploitation des enfants par la mendicité et l'exploitation sexuelle des filles. Entre autres, il y a également le travail forcé, le travail domestique. Mais vraiment au Sénégal, il faut dire que les deux formes les plus visibles, c'est celle qui est liée à la mendicité des enfants, des talibés, et celle qui est liée également à l'exploitation sexuelle qui se trouve généralement à Kédougou, mais pas seulement. Il y a beaucoup de filles qui sont sexuellement exploitées et qui sont un peu partout dans le Sénégal. Au Gabon, le ministère de la Santé redoute une troisième vague de Covid-19 d'ici la fin du mois de septembre. Le comité technique s'est donc réuni pour renforcer les mesures de riposte. Et depuis Libreville, Aziz Adewale Tchanzi revient sur la situation sanitaire du pays. À Libreville, au Gabon, pour l'instant, la situation épidémiologique du Covid-19 semble maîtrisée, si on en croit les chiffres du ministère de la Santé via le COPIL chargé de la prévention, du pilotage de la prévention et de la riposte contre la pandémie à coronavirus. Ces chiffres indiquent qu'il y a un faible taux de contamination désormais au niveau national. Maintenant, il y a quelques jours, le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandon, a réuni le comité technique du COPIL pour partager justement les prévisions d'une troisième vague à la fin du mois d'août et début septembre. Alors, ce sont des prévisions qui viennent d'organismes spécialisés qui sont prises au sérieux par le gouvernement gabonais, qui n'a pas
totalement desserrer les taux, même si on observe que la vie a repris son cours quasi normal dans plusieurs secteurs d'activité, il y a que les voyageurs internationaux qui arrivent à l'aéroport international Léon-Mba sont tenus d'observer une quarantaine de 24 heures lorsqu'ils ne sont pas vaccinés, le temps de prendre connaissance du résultat de leur test de dépistage. Maintenant, cette situation, bien sûr, ce format a entraîné pas mal de problèmes. Les gens n'ont pas compris pourquoi ils devraient, en plus des frais qui sont demandés pour réaliser le test Covid-19, avoir encore à débourser des sous pour la chambre d'hôtel. Bon, toujours est-il que ça montre que le gouvernement gabonais tient à limiter au maximum les risques de contamination pour prévenir une éventuelle troisième vague. On rappelle qu'il y a un peu moins de 30 000 cas positifs au Covid-19 enregistrés au Gabon depuis le début de la pandémie et moins de 200 personnes décédées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous souhaite de passer un excellent week-end.